Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission FM Télévision. Je suis en train de sourire. Pourquoi? Parce que enfin, cette fumée blanche attendue, nous l'avons eue tard dans la soirée. Je vois encore Madame Tina Salama avant de lire l'ordonnance du président de la République nommant les membres du gouvernement. Il était pratiquement à ma montre 1h45. Nous avons veillé, certains l'ont appelé la nuit de la nomination, d'autres l'ont appelé la nuit du gouvernement. Mais finalement, nous avons ce gouvernement avec 54 membres. Il y a 3 qui tombent. Le gouvernement précédent avait 57 membres. La chose la plus importante, que la République démocratique du Congo a un gouvernement aujourd'hui. 5 mois après les élections, on pouvait s'inquiéter, mais aujourd'hui, du moins, le chef de l'État a tranché sur les besoins ou les intérêts égocentriques des responsables de regroupements politiques. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement avec 54 membres. La chose la plus importante est que la République démocratique du Congo a un gouvernement aujourd'hui. Nous nous sommes inquiétés, nous nous sommes posé 1001 questions. Mais c'est vrai, il y a de nouvelles têtes qui ont été reconduites, à l'occurrence le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liaou. Il y a M. Guy Luando qui a été reconduit. Il y a M. Augustin Kibassa qui a été reconduit. Il y a le ministre des Infrastructures, M. Alexis Guissaro qui a été reconduit. Il y a Madame la ministre déléguée aux affaires sociales et le PVH, Madame Maître Irène Essambo aussi, qui a été reconduit. Il y a le vice-ministre des hydrocarbures, Madame Wivine Moleka, qui a été reconduit. Mais dans tout ça, il y a de nouvelles figures aussi qui ont fait leur entrée en dehors de ceux qui ont permuté. Jean-Pierre Bemba quitte la vice-primature de la défense pour la vice-primature de transport. Jean-Lucien Boussa qui va, je crois, dans un autre ministère. Il y a Moïndo Zangi qui quitte l'enseignement supérieur pour le développement rural. Il y a M. Julien Paloukou, je crois, qui est maintenu dans son ministère, donc qui a aussi été changé. Donc, du moins, il y a des nouvelles figures qui sont venues. Je la liste avec moi, je les lirai au moment opportun. Il y a des nouvelles figures qui ont fait leur entrée. Il y a le professeur Mokoko Samba qui vient de faire son entrée en tant que vice-premier ministre en charge de l'économie. Sur ce plateau, Maître Dani Chamala, qui est notre consultant permanent, bien qu'il soit analyste politique indépendant, mais à chaque fois qu'il y a une actualité, nous recourons vers lui pour avoir un avis et politique et, je dirais, scientifique. Donc, c'est avec lui que nous aurons à échanger sur ce plateau. Monsieur Dani Chamala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous avez accueilli l'arrivée de ce nouveau gouvernement qui est sorti tard dans la nuit? Oui, pour nous, analystes politiques indépendants que nous sommes, nous avons bien accueilli la nouvelle parce que la population, sous la pression de ceux qui veulent devenir des ministres commençait déjà à impatienter. Et croyez déjà que non, il n'y aura pas un gouvernement. Peut-être que ceux qui sont là resteront éternellement. Certains sont en train d'aller plus loin pour dire que si on n'arrivait pas à sortir le gouvernement, c'est parce qu'il y avait une pression internationale. Voilà, c'est ça un peu ce que les gens disent toujours, tout ça. Tout ce que nous devons savoir, c'est que la plupart des fois, ce sont des gens qui veulent devenir des ministres qui mettent plus pression. Mais ils ne savent pas qu'il y a un travail qui doit être fait. Lorsque vous devez faire sortir un gouvernement, vous devez savoir d'abord ce qui était là avant, quel sera leur sort, et tout ça, ça doit être préparé. Et ceux qui vont entrer, comment ils vont se mettre à la chose pour commencer aussi à prendre place et gérer la chose publique. C'est-à-dire, entre autres, vous devez voir plusieurs aspects. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect politique, oui. Il y a aussi l'aspect juridique parce que il y a certains ministères qui seront fusionnés oui. avec d'autres parce que auparavant on en avait 57. Aujourd'hui nous en avons 54. Le donc, social a été fusionné avec le PVH. Lorsque vous fusionnez comme ça, il doit y avoir des textes qui
qui vont permettre à ce que celui-là puisse aussi avoir un portefeuille. Oui. Alors, avec ce travail-là, ça ne se fait pas en un seul jour, en 2 jours, parce qu'il y a d'autres qui disaient que non, voilà, au Sénégal, aussitôt le président prête serment, il nomme le Premier ministre, et le Premier ministre, aussitôt nommé, il a nommé un gouvernement. C'est sur ça que j'ai toujours insisté sur votre chaîne de télévision et sur votre plateau, et devant vous généralement, qu'il faut arriver à réviser notre constitution pour que les choses marchent correctement. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut réduire encore la taille du gouvernement, parce que avoir 54 membres dans le gouvernement, donc nous avons droit à 54 Jeep 4x4. Ça c'est juste pour... Là, c'est pour le déplacement tout simplement de ministres. Oui. 54. Et lorsque nous allons mettre l'air suite, comprenez combien de véhicules nous devons acheter. Nous sommes à plus de 100 quelques véhicules que nous devons acheter pour doter tout simplement le gouvernement. Et les familles doivent avoir les passeports diplomatiques. En dehors de ça, l'épouse du ministre, les enfants du ministre doivent aussi se déplacer, ils doivent être sécurisés. Oui. Vous comprenez, tout ça c'est un travail qu'il faut faire en amont pour permettre à ce que lorsqu'on publie le gouvernement, une fois publié, ces gens-là doivent directement être sécurisés. Parce qu'il y a aussi des ennemis de ceux-là qui peuvent aussi commettre des actes attentatoires à la vie de telle ou de telle autre personne. Donc, tout ça, c'est un travail, c'est pourquoi ça a pris du temps. Et je sais aussi que ça a pris aussi du temps parce que il fallait examiner les dossiers des candidats. Chaque candidat qui doit être nommé, on doit examiner son dossier, on doit transférer ses dossiers au niveau des services de sécurité qui doivent donner aussi leur avis par rapport au casier judiciaire de la personne. Donc c'est un travail, mais les politiciens n'aiment pas dire la vérité à la population. Ils commencent toujours à faire monter des enchères ou faire monter la tension au niveau de la population. Non, voilà, le gouvernement ne sort pas. Voilà. Mais ce gouvernement ne sort pas. Quand le gouvernement ne sort pas, quelle est la sanction? Il faut recourir à la Constitution. Est-ce que la Constitution a prévu une sanction dans ce cas-là? Voilà pourquoi je suis de ceux-là qui pensent que la Constitution doit être révisée pour que ces genres de choses ne puissent pas se répéter et que les gens ne continuent pas à vilipender des messages de la haine, des messages qui dévient même la vision de la République de Martinique. Nous avons 6 vice-premiers ministres. Jacquemain Chabani en charge de l'intérieur et la sécurité, transport, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba qui quitte la défense pour le transport. Défense nationale, Guy Kabongo Modianvita. Économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Fonction publique et réforme de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou. Et plan et coordination de l'aide, Guylaine Niembo qui quitte le cabinet du président de la République pour une vice-primature. Le 6 vice-premier ministre promis, s'il faut commencer par essayer de lire un par un, en commençant par celui de l'intérieur et de la sécurité. Monsieur Jacquemain Chabani, qu'est-ce que vous pouvez dire de sa nomination? Premièrement, je suis tout à fait satisfait et convaincu qu'il y aura un bon travail qui sera fait parce que Jacquemain Chabani n'est pas un nouveau visage dans la sphère politique congolaise. Vous savez qu'il fut le secrétaire général de l'IDPS à l'époque du Sphinx et c'est lui qui avait même représenté les Sphinx lors du débat contradictoire. Et Jacquemain Chabani, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté dans l'opposition à côté des Sphinx. Il a assumé des grandes responsabilités au sein de son parti politique et même auprès du président de la République actuelle, Jacquemain Chabani est conseiller. Donc c'est quelqu'un, en dehors du fait que je le connais personnellement, du fait que c'est un aîné scientifique à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit, c'est aussi un confrère de profession, il est avocat et je le connais un peu dans ces genres de choses. Pensez-vous maintenant par rapport à la politique, les défis, par rapport à la politique, je me dis par rapport à son attitude, son comportement, son intelligence et tout ce qu'il a comme expérience politique, le ministère lui confié par
la première ministre, c'est un ministère qu'il mérite et je sais qu'il va relever les défis. Il va relever les défis. Il va relever les défis de la sécurité et tout ça. Parce que vous savez, à ce ministère-là, il faut beaucoup plus de gens qui sont un peu responsables, de gens qui sont un peu calmes et qui sont des observateurs, qui sont des gens qui sont posés, assis, des gens qui ne viennent pas pour faire quoi que ce soit, mais qui sont là pour servir la population. Parce que c'est un ministère très sensible qui est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Donc ça demande à ce que quelqu'un qui est là ne soit pas quelqu'un de brutal, quelqu'un qui est beaucoup plus intéressé à autre chose qu'à la sécurité de la population et de leurs biens. C'est comme ça que je trouve que Jacquemain Chabani peut assumer bel et bien ces fonctions-là et faire quelque chose, apporter un vent nouveau à ce ministère-là. Et surtout que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes en matière de la sécurité. Je crois qu'il sera quand même bien de l'encourager et le soutenir dans ce ministère-là. Nous prenons Jean-Pierre Bemba qui quitte la défense pour les transports. Est-ce qu'une manière du président de la République de les repousser, ou il a fallu quand même qu'il y ait ces changements, parce que certains parlent de le président, certaines langues, hein, certaines analyses disent que le président avait besoin d'avoir le sien dans la sécurité, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur et dans la Défense, parce que celui qui remplace Jean-Pierre Bemba est aussi de l'UDPS. Oui, les gens, bon, au fait, la gestion de la res publica, il faut beaucoup plus regarder l'apport de tout un chacun dans ce que nous sommes en train de faire. Le VPM Jean-Pierre Bemba a fait ses preuves au ministère de la Défense lorsqu'il est arrivé. Vous avez vu les prouesses que nous avons constatées à l'est de la République démocratique du Congo avec notre armée. Je suis en train de vous dire présentement là avec joie que nous ne sommes pas à 10 km de Bunagana. Ça, je vous l'ai dit. Nous ne sommes pas à 10 km de Bunagana. Il y a eu une aventure sur les lacs Kivu. On a placé de militaires rwandais sur les lacs pour dire que non, voilà, c'est en préparation des attaques et tout ça. Mais la République démocratique du Congo a fait voir que non, c'est un éléphant en Afrique centrale. Il faut voir le genre de matériel que nous avons déployé sur les lacs. Sur le terrain. Donc, nous ne sommes pas des gens à intimider pour le moment, et tout ça c'est aussi la contribution du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Et je crois que le choix pour qu'il soit ministre des Transports et des Désenglavements, c'est un bon choix. Pourquoi? Parce que vous savez, ça il ne faut pas l'oublier, que le VPM Jean-Pierre Bemba a été dans ce pays avec son père. Ils avaient une société de transport aérien. Alors avec le licence qu'ils avaient pour cette société-là, je crois qu'il doit avoir encore des contacts avec d'autres sociétés qui peuvent nous amener des sociétés de transport en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, lors de 1+4, il y avait une société de transport urbain qui a été créée ici. C'était STUC, si je ne me trompe pas. STUC. Vous savez qu'il est... Il était le parrain de cette société-là. C'est sous son impulsion que cette société-là a été créée, quand bien même que plusieurs se disputaient maintenant la responsabilité ou le fait de dire que c'est moi qui suis l'initiateur du projet. Voilà. Mais c'était sous l'impulsion de Jean-Pierre Bemba. Ça, personne ne peut le nier. Et je crois qu'à cette époque-là aussi, vous vous rappellerez d'une société en République démocratique du Congo, on a parlé de Wimbidira. Wimbidira, oui. Donc, il est dans le domaine de transport, il connaît quand même quelque chose. Donc, il s'y connaît. Donc, l'amener à ce ministère-là, je crois que c'est pour permettre à la République démocratique du Congo de faire face à certains défis. Parce que vous vous rappellerez que d'ici le mois de juin, le 1er juin, je crois, si je ne me trompe pas, il y a la société Qatar Airways qui va commencer les vols. Qui doit commencer sa flotte en République démocratique du Congo. Et je crois qu'il faut que la situation soit gérée d'une manière responsable et par une personne qui a au moins la connaissance dans ces domaines-là pour permettre à ce que nous
puissions capitaliser toutes ces opportunités-là pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et vous savez aussi que c'est toujours une vice-primature. Ouais. Ce n'est pas un ministère simple pour dire que non, le président de la République s'est écarté. Non, pour écarter Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas le fait de l'envoyer au ministère des Transports. Non, il n'est pas écarté, il est dans le siège du pouvoir. Le nouveau ministre de la Défense sera-t-il à mesure d'amener l'accalmie dans la zone de turbulence, dans les zones de turbulence en République démocratique du Congo, commençant par la partie de l'Est, dans l'Est, là où il y a la guerre, qui ne dit pas quand est-ce qu'elle prendra fin, l'Ouest avec les phénomènes Mobundo et autres. Est-ce que vous pensez qu'il sera à mesure, ou quelle expertise a-t-il dans ce domaine de la défense et sécurité du territoire national? Le ministre de la Défense, le vice-premier, il est vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, Guy Kabombo, je l'ai connu au journal officiel. Okay. Il était le numéro 1 du journal officiel. Et à ce que je sache, en matière de la sécurité, c'est quelqu'un qui s'y connaît au moins. Il a au moins une connaissance dans ces domaines-là. Et ici, je vais dire, parce que je connais au moins quelque chose dans ces sillages-là. Oui. C'est le vice-premier Guy Kabombo qui devrait être ministre de l'Intérieur à la place de... Jacques Mechaban. Non, à la place de Peter Kazadi. Peter Kazadi. Okay. Mais vous connaissez dans des partis politiques comment les choses se passent. C'était lui qui était pressenti ministre de l'Intérieur, parce qu'en matière de la sécurité, il connaît au moins quelque chose. Alors, par rapport aux intérêts de partis politiques et tout ça, il a constaté aussi qu'il n'a pas été nommé. Il s'est contenté d'être le numéro 1 au journal officiel. Le journal officiel, c'est un service attaché à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il connaît au moins quelque chose à la présidence, il connaît au moins quelque chose sur la sécurité, il connaît au moins... Et aussi, le tempérament de Guy Kabombo permet à ce qu'il soit ministre de la Défense. Et je suis sûr qu'avec ce qui est déjà fait, et lorsqu'il sera là, il amènera aussi une touche particulière et les choses vont aller. Parce que au moment où nous sommes maintenant en République démocratique du Congo, on ne peut pas s'hasarder de nommer des gens tout simplement parce qu'il est de mon parti politique. Il faut nommer des gens parce qu'il a quelque chose à apporter dans ce que nous sommes en train de vivre comme situation en République démocratique du Congo. Les nommants à ce poste-là, je crois qu'il y a de quoi espérer, et qu'il y aura aussi un vent nouveau qui va souffler au niveau du ministère de la Défense. Mokoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie, j'ai essayé d'échanger avec des gens, tout le monde évoque Mutumoya Mayele. Mais c'est vrai que l'intelligence et la réalité sur le terrain, des fois, ça ne colle pas, ça diverge. Êtes-vous sûr que l'économie de la République pourra retrouver le rail avec l'avènement de Mokoko Samba? Oui, Mokoko Samba, ça je dois l'avouer que lors du règne de Joseph Kabila, il est parmi les hommes politiques que j'avais beaucoup apprécié. Parce qu'il n'a jamais été cité dans des sales draps. Il n'a jamais été cité dans des choses un peu compliquées et tout ça. Et vous avez vu même lors de l'arrivée du président de la République Tshisekedi au pouvoir, il a été nommé parmi les gens qui constituaient le panel lorsque le président de la République était président de l'Union africaine. Il a répondu favorablement à l'appel du président de la République. Vous savez, ce que j'apprécie encore dans ce gouvernement, c'est que ce n'est pas un gouvernement de l'Union sacrée. Vous comprenez? Ce n'est pas un gouvernement de l'Union sacrée. C'est un gouvernement des Congolais. Pourquoi? Parce que vous trouverez Mokoko Samba dans ce gouvernement-là. Vous trouverez Constant Moutamba. Il a bâti campagne pour le chef de l'État. Vous trouverez Constant Moutamba dans ce gouvernement-là. Et vous ne me direz pas que Constant Moutamba a bâti campagne pour Tshisekedi. Constant Moutamba était candidat président de la République et il est allé avec sa logique jusqu'au bout. Vous comprenez? Oui. Seulement que il est dans l'opposition républicaine. Vous comprenez? C'est quoi l'opposition républicaine? C'est-à-dire que j'ai fait l'opposition. Je ne suis pas contre le système. Je suis contre le système,
je suis contre une politique, je dénonce, je propose en même temps. Mais lorsqu'on me fait aussi appel, que non, venez pour apporter votre pierre de contribution, je viens et je participe à la gestion de mon pays. Vous comprenez un peu? C'est ça ce que j'ai constaté à Moutamba. Voilà aujourd'hui, il n'est plus Moutamba comme je l'appelle, il est Excellence. Moutamba au ministère de la Justice. Et en plus, j'apprécie ce choix de Moutamba parce que c'est quelqu'un qui connaît quand même le droit aussi. Dans toute sa vie, il n'a fait que le droit. Donc, il va bien gérer la situation. Certains se plaignent par rapport à son âge. Est-ce que il pourra gérer tous ces vieux loups-là, ces professeurs d'université qui est dans ces domaines, qui ont plus de 30, 40 ans d'expérience? Il y a un ami qui a même dit, même moi-même qui vous parle, et là je me suis dit, mais c'est vrai que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef, mais cette jeunesse avec cette vieillesse, cet écart-là ne créera pas de conflit, de génération. Je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance de suivre, avant que je puisse monter sur votre plateau, j'ai eu la chance de suivre les discours de l'ancien président de la République, le discours de revoir, d'adieu, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Oui. Lorsqu'il parle, il dit ceci, que les jeunes hommes du 26 janvier 2001, parce qu'il a prêté serment le 26 janvier 2001, alors qu'il n'avait à l'époque, je crois, 26 ans. Il a prêté serment en tant que président de la République. Regardez la situation qui traversait la République démocratique du Congo. Mais à 26 ans, il prend le pouvoir, il prête serment à cet âge-là, mais voilà ce qu'il a fait. Lorsque vous avez un pouvoir sur vous, l'âge ne compte pas. Rappelez-vous dans la Bible, parce que tous nous sommes des chrétiens, rappelez-vous dans la Bible un certain David. David avait quel âge? Lorsqu'il a été oint, il avait quel âge, David? Mais vous avez vu ce que David a fait. Plus que ce que beaucoup de rois ont fait, qui étaient beaucoup plus âgés que lui. Vous comprenez? Au fait, il y a toujours un adage français qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un, aujourd'hui, arrive à devenir ministre, même à l'âge de 22 ans, 23 ans, 30 ans et tout ça, ce n'est pas par rapport à l'âge. Le ministère, on n'en a pas par rapport à l'âge. On a le ministère par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à sa tête. C'est comme ça que même Joseph Kabila avait appelé la jeunesse congolaise à l'époque pour dire que la jeunesse congolaise doit s'élever, doit être sûre d'elle. Elle doit se confier en elle et en Dieu. Donc, être confiant, dire que nous pouvons relever les défis. Ce n'est pas l'âge qui fera, ou de Moutamba, ministre de la Justice, mais c'est ce qu'il connaît et son apport dans la politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des nominations politiques. Donc, lorsqu'il est arrivé à être là, c'est-à-dire politiquement, il a prouvé de quoi il est capable. Donc, dans ce gouvernement, il n'y a pas que Moutamba. Je vous citerai aussi Guy Loando Mboyo. Il n'a plus l'âge de vieux. C'est le plus jeune d'ailleurs, je crois, de ministre. Vous comprenez un peu? Donc, ce qu'on connaît et ce que l'on peut, on peut aussi mettre ça à la disposition de la population congolaise. Ce n'est pas l'âge qui va faire que non, qui ne puisse pas peser. C'est que l'État congolais, c'est un État de droit qui est géré par les règles. Les personnes sont là que pour les orientations. Mais quand des règles disent que là, il faut faire ça, il faut faire cela, ça ne dépend pas de l'âge. On ne dit pas que c'est celui de 20 ans qui doit faire ou de 30 ans ou de 60 ans. C'est une reconduit Jean-Pierre Liaou à la fonction publique, vous pensez que c'est mérité? Vous savez que je me disais que la seule chose que ce gouvernement pouvait donner aux fonctionnaires de la République démocratique du Congo, c'est de garder Jean-Pierre Liaou au ministère de la fonction publique. Je connais au moins quelque chose. Vous savez qu'avec Liaou au ministère de la fonction publique, les fonctionnaires aujourd'hui, nonobstant du fait que ce qu'on paye n'est pas suffisant, mais ils sont fiers de dire que nous sommes fonctionnaires. Ça c'est vrai. Vous comprenez? Ça c'est vrai. Et aujourd'hui, si vous posez la question, vous pouvez prendre votre téléphone, vous entrez dans des fonctions, tout ça, vous pouvez identifier un fonctionnaire qui est à
Massimanimba, un fonctionnaire qui est à Chilenge, un fonctionnaire qui est à Mweneditu, un fonctionnaire qui est à Bouanzadi. Donc, vous pouvez donner son nom, voir son numéro matricule et tout ça. Et tout ça, c'est un travail de génie fait par le vice-premier Liao. Moi, je ne voulais pas assez que l'on puisse couper cet élan-là pour amener une autre personne qui viendra recommencer tout à zéro, parce que ici chez nous souvent on recommence tout à zéro. Maintenant, ça c'est la République démocratique. Oui, donc avec le fait de maintenir Jean-Pierre Liao à ce ministère-là, je suis tout à fait d'accord, et ça m'a donné vraiment la foi de dire que effectivement nous sommes sur la voie de développement et du changement. Le ministère de Plan et coordination des aides donné à l'ancien directeur de cabinet Guilain Yembo. Le plan, vous savez que nous avons le projet 145 territoires qui a connu le ralenti parce que après la nomination de la première ministre, on devait exécuter les affaires, expédier les affaires courantes. Aujourd'hui, le plan devient un vice-premier ministère. Vous pensez que l'ancien directeur de cabinet Guilain Yembo sera à la hauteur parce que le 145 territoires est sur sa charge, et puis peut-être le plan de sortie de la RDC dans beaucoup de situations réside aussi dans le génie qu'il pourra mettre en place. Oui, Guilain Yembo, je l'ai connu comme directeur du cabinet du chef de l'État. Le passé, je ne le connais pas, mais seulement je me dis que le choix porté sur lui laisse à croire effectivement que le chef de l'État veut aller jusqu'au bout avec les réformes engagées et les projets qui sont en cours. Vous savez, Guilain Yembo était directeur du cabinet du président de la République. C'était lui la plaque tournante de la présidence de la République. Tous ces projets-là passent par Guilain Yembo. Et aujourd'hui, le président de la République a trouvé que Guilain Yembo soit à ce ministère-là, et parce que il connaît la vision du président de la République. Il a compris le président de la République. Et pour faire matérialiser ce que le président de la République a dans sa tête, il faut qu'il y ait quelqu'un comme Guilain Yembo à ce ministère-là, pour que les choses puissent tourner et que les choses puissent marcher. Pour tous ceux qui l'ont déjà contacté ou tous ceux qui ont déjà eu à traiter avec lui, ils savent quand même que c'est quelqu'un qui a une tête qui tourne dans ces domaines-là. Voilà, nous n'allons pas prendre tous les ministères ou tous les ministres parce que l'État nous a imparti, mais nous restons dans la logique de ce gouvernement qui sort. C'est vrai, essoufflé, les gens se disaient, nous avons vu tout ce qui se disait sur la toile, certains ont même dit, ah, en tout cas, c'est comme ça, transport, et quel est le zongi, lobby, et quel sous. Mais finalement, nous avons quand même ce gouvernement, et les attentes de la population sont nombreuses dans différents domaines. La priorité des priorités devra être quoi pour ce gouvernement? Parce que dans les jours qui suivent, nous pensons déjà que l'installation se fera parce que le bureau définitif de l'Assemblée nationale aurait inscrit la matière portant installation du gouvernement pour cette session de mars qui devra prendre fin le 15 juin. Donc, quelles devraient être les priorités des priorités? Parce que là, c'est tout le monde qui se dit, ouf, nous avons quand même un gouvernement et que les choses commencent. Bon, par rapport à cette question-là, vous savez que le Congo est vaste. Les défis sont énormes. Énormes, effectivement. Et ce que nous pouvons demander à ce gouvernement, c'est que la priorité des priorités, c'est quoi? La priorité des priorités, c'est le social du peuple congolais. C'est ça la priorité des priorités. Parce que dans le social du peuple congolais, il y a ce que nous appelons la paix. Il y a la paix, il y a le panier des ménagères dedans. Oui. Donc, ils doivent se pencher sur le social du peuple congolais. C'est ce qui est prioritaire. Prioritaire, pourquoi? Parce que... C'est déjà une balle lancée au ministre Moukoko Samba. Oui, c'est une balle lancée au ministre Moukoko Samba. Le vice-premier ministre en charge de l'économie. En charge de l'économie. Et je crois dans peu de temps, les gens sentiront effectivement qu'à ce ministère-là, il y a quelqu'un. Parce que la gestion dans ces domaines-là, vous savez, même lorsque
la plupart des gens s'est glorifié ici. Non, moi j'ai eu à faire ceci pendant mon mandat, stabilité de tout ça, cadre macroéconomique. Mais on oublie que c'est avec les Moukoko Samba là que le travail était fait, qui était au four malgré dans l'ombre. Oui, donc c'est Moukoko Samba là qui faisait beaucoup de choses. Donc c'est parmi les bons ministres de l'économie que nous avons déjà eu dans ce pays, Moukoko Samba. Et j'ai confiance en lui et les choses vont bouger. J'ai confiance en lui. Qu'on ne puisse pas discuter sur le prix, sur les dollars et tout ça. Non, il y aura quelque chose qui sera fait. Alors, je disais que la priorité des priorités, c'est le social du peuple congolais. Dans le social, je parlais ici d'abord premièrement de la paix, parce que nous avons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une question qu'il faut accorder beaucoup plus de priorité, attention, pour que la paix puisse revenir et que cette population-là puisse vivre dans la paix. Parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, les gens ne peuvent pas mourir de faim parce qu'ils ont des terres arables et la terre est tellement riche que on ne peut pas parler de la faim. On n'a jamais parlé de la faim là-bas, si ce n'est que la faim qui est amenée par la guerre. Parce que lorsque les gens se déplacent pour aller rester dans un coin, pour aller faire le champ, et là où on les déplace encore, ils ne peuvent pas faire 6 mois là-bas, non, quitter là-bas parce que les rebelles sont en train de lancer des bombes de gauche à droite. Vous voyez que les gens n'ont même pas le temps de cultiver. Mais s'il y a la paix, ils vont cultiver, et en cultivant, ils auront de la nourriture comme il le faut, et la paix ne peut pas marcher sans le pain. Vous comprenez un peu? Donc, il y aura la paix et il y aura du pain aussi. Donc, la population va vraiment se retrouver. En dehors de cette priorité des priorités qui est le social du peuple congolais, dont je parlais de... le social, là, je parlais de la paix, je parlais du pain aussi, ou le panier des ménagères. Mais il y a aussi d'autres secteurs que nous ne pouvons pas ignorer. Ces secteurs-là, ce sont des secteurs qui appellent le développement. Entre autres, nous devons parler de l'électricité et de l'eau, de l'énergie. Vous voyez, lorsque vous allez créer le social du peuple congolais, il ne faut pas oublier l'eau et l'électricité parce que ce sont à ce jour, c'est le ministre de l'hydraulique, c'est encore qui je veux voir le nom. Mais à ce jour, l'eau et l'électricité, c'est vraiment une casse-tête. Oui, c'est une casse-tête. Parce que ça déjà on vit sous le forage. C'est une casse-tête. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas en réalité une bonne politique par rapport à ça qui a été menée il y a de cela longtemps. Vous comprenez? Maintenant, avec la construction de toutes ces usines de captage d'eau et tout ça, je crois que lorsqu'il y aura une bonne politique de distribution de cette eau-là, on ne va pas parler des problèmes d'eau potable à Kinshasa. Mais l'eau potable, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Il faut parler aussi de l'eau potable dans toutes les provinces. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas seulement à Kinshasa. Il faut voir cette question de l'eau potable, même de l'électricité, dans le Congo central, dans le Maïndombe, tout ça, Bandundu, et dans les Kasai, Katanga, partout ailleurs. Il faut voir cette question-là dans ce sens-là. Mais c'est seulement pour dire que, comme il n'y avait pas une bonne politique dans ces domaines-là depuis très longtemps, c'est comme ça que nous connaissons ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais je crois qu'avec ce gouvernement, et surtout c'est un gouvernement qui est piloté par une dame, vous savez, il y aura quand même quelque chose qui sera fait. Il n'y a pas question de dire que est-ce qu'il saura faire face à telle ou à telle autre personne. Non. Dans ce pays, nous avons comme le numéro 1 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le numéro 2 actuellement, c'est la dame que nous avons là, la dame Judith Soumina Toulouka. Quand vous vous comportez autrement dans le gouvernement pour dire que moi j'ai un parti politique, il va te suspendre sans problème. Nous avançons petit à petit vers la fin de l'émission. C'est vrai que nous ne saurons pas tout aborder, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous avançons, le président de la République est en train de concrétiser sa parole. Il a promis, si pas l'égalité parfaite dans les membres du gouvernement entre hommes et femmes, mais du moins une forte représentativité. On quitte 28%, aujourd'hui nous en sommes à 31%. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette façon du président de la République de voir les choses? Vous savez, il y a on l'appelle communément les champions de la masculinité, positive. Okay. Vous savez, je crois que j'avais dit ça lors d'une émission, que on assistait à des chansons
sur les chaînes de télévision où les gens disaient toujours que le président de la République ne respecte pas sa parole. Oui, oui. Que c'est quelqu'un qui promet beaucoup, mais qui ne réalise pas sans réaliser ses promesses. Mais vous avez vu qu'il avait promis qu'il y aura un premier ministre, une dame. Il l'a fait. Il avait dit qu'il y aura une forte représentativité de la femme au sein des institutions. Il l'a fait. Donc c'est quelqu'un qui, au fait, est déterminé à concrétiser sa vision qu'il a pour la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'est dit que le Congo ne peut se développer que si tout le monde met sa main à la pâte. Vous comprenez? Si vous êtes en train d'exclure d'autres parce que non, ce sont des femmes, et voilà, il y a ceci, il y a cela. Vous savez même, on parlait aussi que le blocage pour la sortie de ce gouvernement était aussi au niveau du fait qu'il y a beaucoup plus de leaders des partis politiques qui voulaient se retrouver aux affaires, et aussi d'autres qui envoyaient des listes sans envoyer même les noms des femmes dans ces listes-là. Alors que dans leur parti politique, vous allez trouver toujours, non, voilà la Ligue des femmes, Ligue des femmes. Donc, ils ont ces femmes-là dans leur parti politique et que pour le 8 mars. Et quand il s'agit maintenant des responsabilités, là, on envoie les noms de leurs enfants, de leurs cousins, de leurs beaux-frères, beaux-fils, tout ça, parce qu'ils savent qu'ils vont continuer à bien gérer la chose. S'ils ne gèrent pas politiquement, ils vont gérer même d'une manière familiale. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça qu'il y a eu aussi blocage. Pourquoi? Parce que le président de la République voulait aussi voir qu'il y ait autant de femmes dans ce gouvernement. Je félicite le président de la République et madame la première ministre par rapport à cet aspect des choses, et nous demandons à ces dames-là de ne pas céder à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, non, avec des courtes jupes, voilà, dans des boîtes aussitôt nous avons des photos. Voyez, non, mais c'est que la jeunesse, nous devons savoir. Et d'ailleurs, pour ceux qui critiquent cet aspect des choses, pour dire que la ministre de la jeunesse en République démocratique du Congo aime beaucoup de choses comme ça. Vous comprenez? C'est ce que la jeunesse aime. D'ailleurs, cette façon de s'habiller là représente la jeunesse. Je n'entends pas. Vous comprenez? Vous ne trouverez pas une grande dame ou quoi que ce soit s'habiller de cette façon-là. Si vous voyez les gens s'habiller de cette façon, c'est la jeunesse. Raison pour laquelle on l'a donné aussi le ministère de la jeunesse. Bon, raison pour laquelle on l'a donné, mais aujourd'hui elle est ministre. Oui, elle est ministre, excellente, donc tout ça. Bon. C'est vrai, moi je veux seulement dire que chacun de nous a un passé. C'est un passé, mais ce que nous mettons dans la toile, c'est une identité à nous, parce que le compte Facebook, Instagram, Twitter nous appartiennent. Mais bon, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas l'éthique ou le moral. Non, le président sait pourquoi le président a porté, lui seul sait pourquoi il a porté son choix sur sa personne. Donc nous, on ne peut rien dire. Mais M. Tchambala, je ne pense pas qu'on pourra revenir sur notre thématique de la révision constitutionnelle, parce qu'on doit l'aborder profondément comme on a commencé la semaine dernière. On va trouver un autre temps, mais nous, avec le temps qui nous reste, je voulais que vous puissiez placer un mot sur le nouveau ministre de l'Agriculture, parce que c'est un secteur à ce jour qui n'attire pas beaucoup de Congolais. Même le ministère ne nous produit pas ce dont la population peut-être veut voir. Qu'est-ce que vous pouvez dire au nouveau ministre de l'Agriculture, sachant que la République démocratique du Congo a une forte étendue de terres arables? Mon frère, par rapport à cette question, je crois que vous avez cerné le problème du Congo. Et poser la question de cette façon-là, je crois que vous avez au moins une vision par rapport à ça. Moi qui vous parle personnellement, j'étais en contact avec un monsieur, c'est un Camerounais qui vit en Allemagne, qui a été invité par le gouvernement camerounais pour venir apporter l'expertise allemande au ministère de l'Agriculture afin de produire des produits agricoles au Cameroun. Et il est arrivé, il a fait des preuves. Aujourd'hui, si vous arrivez au Cameroun, je crois que par rapport au manger et autres, l'État a déjà fait quelque chose.
Et ces gens sont arrivés ici en République démocratique du Congo. Personnellement, j'étais avec eux. Personnellement. Lorsqu'ils vous parlent de l'agriculture, et ils sont venus dans le cadre d'une coopération avec une ONG. Et je crois qu'il y a des sociétés qui seront créées en République démocratique du Congo dans les domaines de l'agriculture. Pourquoi? Parce que les terres que nous avons, le Cameroun n'en a pas. Mais ils ont quand même, donné le meilleur d'eux. Les terres que nous avons sont plus supérieures aux terres du Sénégal. Vous comprenez? Mais seulement que nous n'avons pas mis en place une bonne politique agricole pour que les choses puissent bien marcher. Mais ce que je peux demander au Premier ministre, parce qu'au ministre, ce n'est pas le ministre qui élabore le budget. Le budget, oui, oui. Ce que je peux demander au Premier ministre, c'est d'élaborer le budget en favorisant ce ministère-là. Il ne faut pas lui accorder un budget de 3% ou 4% ou 5%. Il faut aller au-delà de 20% du budget qu'on accorde à ce ministère-là, parce que la République démocratique du Congo a besoin de maïs, a besoin des arachides, a besoin de céréales, a besoin de beaucoup de choses pour nourrir sa population. Donc c'est un ministère qui doit vraiment travailler. Mais aussi, je demande seulement au peuple congolais d'être sérieux. Vous savez que la plupart des malheurs qui nous arrivent, nous sommes nous-mêmes les promoteurs de nos malheurs. Comment ça? Dans le sens que vous verrez des gens monter des projets bidons parce qu'ils savent qu'il y a l'argent au ministère de l'Agriculture. Que non, moi j'ai des terres, moi j'ai des champs, j'ai des fermes, j'ai des choses comme ça. Ils présentent ces projets-là, le ministère fait foi et il finance. Pour finir, on prend cet argent, on va aller loger sa famille aux États-Unis. On prend l'argent, on va loger sa famille en France, on va loger sa famille en Espagne. Et lorsque le gouvernement commence maintenant à vérifier pour savoir si l'argent qui a été déposé ou financé des projets, le projet a été effectué, on trouve qu'il n'y a rien qui est fait. Et le monsieur qui a mené le projet est introuvable. Vous comprenez un peu? Et là, vous avez escroqué toute la République démocratique du Congo. Parce que si tu avais fait quelque chose de bon avec les fonds de la République, peut-être qu'on pouvait nourrir même 50 ou 100 000 personnes avec ces projets-là. Et le gouvernement fait foi. C'est ce qui se passe dans plusieurs ministères. Vous verrez les gens avec des vestes, des cravates, avec des sacs, ils viennent, ils parlent bon français, ils vous disent non, non, nous avons des projets, on a des vaches là-bas, on a des poulaillers, on a des choses comme ça. Et il y a d'autres qui sont allés même au niveau de FPI prendre de l'argent, présenter des projets et tout ça. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais restitué cet argent et les projets n'ont même pas avancé. Vous comprenez? Oui. L'État vous fait foi dans ce que vous dites et vous donne de l'argent, mais cet argent ne retourne pas, mon frère. C'est ce qui décourage aussi des fois. Vous amenez des projets, on commence à vous compliquer, vous dites que non, l'État ne favorise pas. Non, l'État favorise, mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous voyez un peu? Donc, au nouveau ministre de l'Agriculture, ce que je peux lui demander, il doit être compétitif. Donc, il doit être un bon manager. Et il ne doit pas rester seulement dans son bureau là et tout ça, tout ça. Moi, si aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'être à ce ministère-là, vous ne me verrez pas en veste et cravate. Moi, je serai en chapeau, avec des bottes, tout ça, au front. Donc, je suis dans la brousse en train de vérifier, de voir ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Nos agronomes que nous appelons nos agronomes là, vous ne les trouverez pas dans des bureaux. Ils sont dans des brousses en train de voir ce qui se passe. Mais ici, vous trouvez quelqu'un qui se dit ministre de l'Agriculture, il est en cravate, chemise blanche et cravate. Dans un bureau climatisé, avec un véhicule climatisé et tout ça. Et il est toujours ici à Kinshasa, mais le ministre de l'Agriculture. L'agriculture se fait à Gombe. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut des fois changer la façon de voir les choses. Le pays tel que la République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays où vous venez avec des cravates, des vestes et tout ça, avec trop de Français. C'est un pays où il faut tous se mettre aux affaires. Moi, dans ce pays, président de la République, je vais commencer d'abord par m'habiller tel que je suis habillé là aujourd'hui. Pas de cravate et tout, toujours en chapeau sur le terrain en train de travailler. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps de rester avec des cravates, de tout ça, en train de parler français, recevoir des gens dans des meilleurs salons, les agriculteurs. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal? On doit être dans des engins, en brousse, en train de voir comment les choses se passent et tout ça. C'est comme ça qu'un ministre de l'Agriculture. Vous trouverez le ministre de Pêche et Élevage.
Il est dans son bureau. Mais il ne sait même pas comment... Il ne sait même pas aujourd'hui combien de tonnes de poissons on a produit à Kinkole. Voilà. Donc, un ministre de pêche et élevage qui n'a jamais été dans le Grand Équateur, là où il y a trop de poissons, qui n'a jamais été à l'est, là où il y a des lacs où le poisson meurt de vieillesse. Voilà. Ici, à Inongo, il y a des lacs où le poisson meurt de vieillesse. Le ministre n'a jamais été là-bas, mais il est ministre pêche et élevage. Il est là. Mais c'est que la seule chose qu'il peut faire, c'est distribuer des filets à Kinkole. Et il se limite là. Mais les filets que vous avez distribués à Kinkole, vous ne pouvez pas aller les distribuer aussi à Inongo. Ceux qui sont à Inongo attendent. Ceux qui sont dans des Kasaï là-bas, ils attendent aussi. Tout ça. Mais vous êtes à Kinshasa, vous dites non, tout ça. Et tout ce qu'on a à faire, chaque vendredi, on est dans le conseil des ministres. Mais qu'est-ce que le ministre de Pêche et Élevage a déjà dit au conseil des ministres que le président de la République a acté? Voilà, merci. Vous toutes des histoires là. Il y a des ministres qui ne prennent pas parole. Je suis de l'agriculture. Vous ne prenez pas parole au conseil des ministres pour donner les projets que vous avez pour la République de Congo. Donc cette fois-ci, je serai très tranchant envers tous ces gens-là qui occupent les ministères les plus importants, mais qui négligent parce qu'il n'y a pas de documents à signer pour avoir l'argent. Merci beaucoup, M. Dani Tchamala. Je pense que c'est par ces mots que nous mettons un point final. Vous sentez que tout le monde avait besoin de voir ces gouvernements et après, une fois sorti, chacun veut voir un changement dans un domaine quelconque. Voilà, je ne saurais pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à mon frère aîné. Nous l'appelons communément Luder. Louis Zigobodo depuis la Silou, la cimenterie de Lukala. Heureux anniversaire à vous. Nzambaye Manakope Sayo. Il y a ebele, et puis à continuer à Kope Sayo Motema Malamu. Joyeux anniversaire à toi, leader des leaders. Heureux anniversaire à une dame, elle est militaire, elle est dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Elle s'appelle Clarisse Lofemba. Heureux anniversaire à toi. C'est vrai que Toloba qui est Kokoka et Mkolongo et Koki. Nzambaye barakobatela yo abomba yo apesa yo sumi kolebele ndenge tolobaka na lingala simba nzete onuna wumela na yo. Merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois mon frère Israël à la prise de vie et donc Benjamin Makolo à la régie finale. Au revoir.